Bonsoir, bonsoir, Erev Tov à tout le monde. C'est toujours un plaisir immense d'être avec vous, comme tous les jeudis soirs, Baruch Hashem, sur les ondes de Yeshiva Zoom Sage Online, pour étudier ensemble la paracha. Un point de la paracha. Notre paracha est tellement riche, nous allons essayer de travailler un point. Et puis, comme moi, vous avez vu sur l'affiche que le titre de ce soir, c'est la vérité. Quelle prétention de parler du Hémet de la vérité. Que les jours de ce soir soient pour le mérite de tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, que chacun, à travers l'étude de la Torah, y trouve la bracha, la Yeshua, dans le domaine qui lui est nécessaire dans la vie pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je le dis déjà maintenant et tout de suite, un grand merci à Rabbi Yonatan et son épouse Madame Bokara de mettre en place ce shiur. Nous sommes dans un monde, depuis l'éternité, depuis Adam et Chava, où l'homme est en quête de vérité. En vérité, il ne faut pas dire comme ça. En tout cas, aujourd'hui, l'homme ne recherche pas la vérité. L'homme est certain d'être dans la vérité. Il est persuadé qu'il est dans le Hémet. Imaginez un commerçant, un scientifique, un monsieur tout le monde, un homme de religion. Il vous dit, voilà, moi, je suis un menteur. Tout ce que je dis est mensonge. Tout ce que je vends est tromperie. Tout le monde va s'éloigner de lui. Tout le monde, quel que soit le domaine social, familial, religieux, professionnel, tout le monde prétend être dans la vérité. Un des plus gros mensonges de cette persuasion de la vérité, c'est qu'on est arrivé à formuler une phrase qui est dramatique, qui est dangereuse, qui est complètement mensongère, chacun sa vérité. Ça, c'est un mensonge par excellence. Chacun pense qu'il est dans le Hémet. Et on n'a pas toujours les arguments pour expliquer que le Hémet, la vérité est là, voilà le point de vérité, et que tout le reste est mensonger. Étant donné que nous n'avons pas les arguments pour apporter une vérité dans le monde, alors on est dans la Torah, au Hachem, on fait la Torah, les mitzvot, mais c'est pas dit que nous soyons certains qu'elle est une vérité. Alors on se laisse parfois entraîner par certains mensonges de la société et de l'humanité. Tout le monde pense qu'il est dans le Hémet. D'un côté, c'est rassurant, parce que si je me dis que je suis dans le mensonge, alors d'abord tout le monde va s'éloigner de moi, mais plus que cela, pour moi ce serait insupportable, pour moi-même. C'est-à-dire, si je me dis, voilà, ce que je fais là est un mensonge, c'est éphémère, c'est un mensonge, eh bien, je ne pourrais pas le faire. Il faut être stupide, ne pas avoir de séchel pour se dire, je fais quelque chose qui est faux, qui est mensonge, mais je le fais quand même. Alors chacun, psychologiquement parlant, il se persuade que son choix est celui de la vérité. D'ailleurs, je dis juste que cette persuasion est une espèce de rempart, déjà de l'être vis-à-vis de lui-même. D'ailleurs, les couples se déchirent, les familles se disloquent, les communautés se divisent, la marloquette de Korach. Tout ça tourne autour d'un point qui s'appelle celui de la vérité. Monsieur pense qu'il est dans la vérité et que son épouse se trompe. Madame pense qu'elle est dans la vérité et que son mari est dans le mensonge. Alors ça crée des tensions, parce que moi je pense que je suis dans la vérité, toi tu penses que tu es dans la vérité, et on ne peut pas s'entendre
chacun dans sa vérité. Donc de dire que chacun il a sa vérité, ça ne marche pas dans le couple, ça ne marche pas dans la famille, ça ne marche pas dans le Ham Israël. Il y a des gens qui font tchouva, qui cherchent Dieu, qui cherchent la Torah, comme ils disent. Il y en a même qui disent « j'ai trouvé la vérité ». C'est quoi la vérité? C'est quoi le Hémet? Alors ils vont dire parce que ça me parle, ça répond à mes questions. Il y a plein de systèmes qui répondent aux questions de l'être humain. Quelle est la différence, ou la particularité plutôt, du Hémet de la Torah? Nous allons essayer de voir ensemble ce soir à travers la paracha de Korach. Par définition, là où il y a marloquette, puisque Korach va entamer une discorde, une querelle, c'est qu'il y a sheker, c'est qu'il y a mensonge. La marloquette, c'est la partie de l'iceberg que qui éclot des eaux, des océans du mensonge. C'est-à-dire qu'en dessous de toute marloquette, il y a le sheker. Le sheker, le mensonge, produit la marloquette. Très bonne question, mais je suis dans la mauvaise marloquette. Mais, à travers ce que nous allons développer, nous allons voir également c'est quoi une marloquette leshem shamayim. Le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable et de très dérangeant. Après cette introduction, nous allons relire un Midrash. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, il a demandé aux Malachim, aux anges, vaut-il la peine de créer l'homme? Le Midrash fait parler les midot, le chesed, la tzedaka, le hémet, le shalom, de certains à la louomrim, de certains qui disent créons l'homme, et d'autres qui refusent la création de l'homme. Le Midrash dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit au hémet, est-ce qu'on crée l'homme? Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Le hémet, il s'est opposé. Pourquoi? Le Hémet a prétexté que l'homme, il est kulo shkarim. L'homme, il est un shtikel, on dit en yiddish, un shtikel, un morceau, une chaticha de mensonge, kulo, tout entier. Et alors le Hémet, il a dit à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas créer l'homme, parce que l'homme, il est tout entier, kulo, il est entièrement des mensonges. C'est pas qu'il kulo sheker, mais kulo shkarim. L'homme, c'est un sac, un container des mensonges, de mensonges au pluriel. Alors c'est extrêmement vrai, mais extrêmement dérangeant. Parce que si on se voit comme un être rempli de mensonges au pluriel, alors on perd pied. On a besoin de se persuader et de se rassurer et de dire non, je ne suis pas dans le mensonge. Mais quand tu vas demander au Hémet, il y a un rabbi qui s'appelle le rabbi Hémet. Chacun il a son rabbi, chacun il a son rav. Asele charav, elle dit la Mishnah. Mais le Hémet, quand tu vas lui demander est-ce que je suis Hémet ou Sheker, il va te dire tu es plein des mensonges, de mensonges au pluriel. C'est très dérangeant. Ça veut dire, si tu es persuadé d'être dans le Hémet, alors tu ne dois pas avoir peur de te présenter au Hémet et d'entendre la critique, l'analyse du Hémet. Ce n'est qu'à travers l'analyse du Hémet qu'on peut savoir si on est Hémet. Ou alors on arrive à un gros mensonge qui dit on est chacun sa vérité. Ça c'est un mensonge par excellence. C'est des bêtises, c'est des idiots qui pensent comme ça. Si tu n'es pas prêt de te présenter, je dirais même de te confronter au Hémet, alors tu es du Sheker. Et on n'est pas prêt. Parce que le Hémet, il nous met face à une réalité qu'on est kulo shkarim. Akadosh Baruch Hu nous dit le Midrash, au final,
Akadosh Baruch Hu a décidé de créer l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait du Hémet? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu crée l'homme à l'insu du Hémet. Akadosh Baruch Hu, il crée un homme, un être humain. L'homme, l'être humain, il est kulo shkarim. Mais il y a le Hémet qui est là. Le Hémet, il s'est opposé. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Ishlich Hémet Arza. Il a pris le Hémet et littéralement il a lancé sur la terre. Et le Midrash ramène un pasouk qui dit Hémet be'eretz titzmach. Un verset dans Teilim, chapitre 85, psaume 85, verset 12. Hémet be'eretz titzmach. Le Hémet va germer, va pousser depuis la terre. Non pas qu'Akadosh Baruch Hu, il ait rejeté le Hémet, mais il a pris le Hémet, il a jeté dans la terre, et le Hémet, il va pousser de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le Hémet, il pousse de la terre? Il y a plein de pirouchim, on connaît celui de Rav Volbe, qui dit que c'est Matan Torah ou Har Sinai, dans Aléchour. Ce soir, nous allons voir un autre pshat. Il y a, sur ce verset, une question très forte du rabbi de Kotsk, rapportée dans le livre Emet ve'Emouna. Le rabbi de Kotsk demande, si je veux faire pousser des pommes, qu'est-ce que je fais? Je sème des graines qui vont faire pousser des pommes. Si je veux faire pousser des tomates, tout légume, toute plante, tout fruit qu'on veut faire pousser, on prend une graine, on la met dans la terre, et de cette graine, il va pousser, il va germer un pommier, un bananier, etc. Si David Amelech nous dit que la terre va faire pousser le Hémet, elle va faire germer le Hémet, titzmach, quelle est, voilà la question très puissante, j'aime beaucoup cette question du rabbi de Kotsk, quelle est la graine qu'on doit semer dans la terre à partir de laquelle la vérité va germer? Nous allons voir sa réponse. Dans cette marloquette de Korach, qui est un mensonge par définition, il y a un exercice très important à faire. Korach va entraîner derrière lui Datan et Aviram, comme c'est écrit au début de la paracha, Ve'on ben Pelet, et également Chamishim ou Mataim Nesié Eda. Korach va entraîner derrière lui, dans un premier temps, 3 hommes, Datan et Aviram et On ben Pelet. Tous 3, Datan, Aviram et On ben Pelet, sont Béné Réhouven, de la tribu de Réhouven. Et il va entraîner avec lui Chamishim ou Mataim Nesié Eda, 250 princes de la communauté Keri Moed Anshe Shem. Des titres incroyables. C'est que Korach, il a un pouvoir d'élocution, de prise. Il a une emprise sur les hommes. Yikar Korach. Korach, il arrive à prendre des gens avec lui. Comment? Il dit Rashi, Mashach Raché Sanedraot Shebahem Bidvarim. Korach est doté d'un pouvoir qui s'appelle le pouvoir de la parole. Et par ses paroles, par ses propos, il va entraîner les chefs du tribunal, Raché Sanedraot. Incroyable.
il va avancer plusieurs éléments de réflexion développés dans le Midrash Tanchuma, rapporté dans Rashi, l'histoire du Talit Katan, l'histoire de la Mezouza, l'histoire de la veuve qui a tout perdu, etc. Il y a plein de Midrashé Chazal passionnants. Et ces 254 personnes, c'est-à-dire Korach, Datan, Aviram, On Ben Pelet, et les 250 Raché Sranedraot, chefs de tribunaux, vont se laisser machar, vont se laisser attirer, entraîner, aspirer par les propos de Korach. De l'autre côté, nous avons Moshe et Aaron. C'est invraisemblable que Moshe et Aaron se retrouvent tout seuls. Je me suis toujours posé la question, il est où Yehoshua, El-Hazar, Itamar, Pinchas, tous les élèves de Moshe Rabbeinu, ils sont où? Je ne sais pas. C'est une question naïve. D'un côté, nous avons 254 hommes de grande valeur. Rachid dit que Korach, il est Navi, il est prophète, et il a d'autres qualités. Et de l'autre côté, nous avons Moshe et Aaron. Korach va avancer des réflexions pour déstabiliser Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen à Gadol. Et, fort est de constater dans la paracha, pas non plus l'épouse d'On Ben Pelet, oui, par la suite, l'épouse de On Ben Pelet, elle va réussir à faire sortir son mari, On, c'est le seul qui était On, tous les autres ils étaient off, j'aime dire chaque année. Mais ça c'est par la suite. Au début ils sont 254. Et, fort est de constater dans la paracha que Korach, en plus d'avoir entraîné 253 hommes de grande qualité, il est dit un peu plus loin dans la paracha qu'ils vont même réussir à entraîner tout le peuple avec eux. Daber el Haeda, etc. Incroyable. Le Ham Israël est perturbé par cette marloquette de Korach. Et la question, et c'est pas simple d'y répondre, si nous étions là-bas, qu'est-ce que nous aurions fait? Et on n'a pas besoin d'être là-bas en vérité pour se poser la question, parce que malheureusement, dans l'histoire d'Israël, il y a eu des grandes marloquettes, notamment celle qui va conduire à la destruction du Beth Amikdash, qui s'appelle la Sinat Chinam. Lorsqu'il y a une marloquette, pour quel clan nous votons? Alors peut-être qu'on n'aurait pas été du côté de Korach, parce que Moshe Rabbeinu, il nous a quand même donné la Torah, il nous a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a fait quand même beaucoup de choses. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'on se serait au moins interrogé, on aurait été quelque peu déstabilisé. D'une façon ou d'une autre, à partir du moment où tu n'es plus persuadé d'une vérité, comment on dit, t'exposes au danger de filer, de glisser vers le mensonge. Il faut bien comprendre que si on n'est pas clair dans le Hémet, on a déjà un pied dans le Sheker. Comment 250 bonhommes de taille immense dans la Torah
se laisse entraîner par Korach. Qu'aurait-il dû faire pour comprendre que Korach, c'est un escroc? Malgré toute sa Torah, malgré qu'il soit du niveau d'un prophète, malgré toutes les qualités, on peut avoir toutes les qualités, on peut même être piquéard, intelligent, il dit Rashi. Vekorach shepiquéach haya mara alishtut zo. Alors, ne me dites pas, est-ce que moi, je suis plus intelligent que tous ces bonhommes-là pour dire vous vous êtes tous trompés. La Torah, elle va nous dire qu'ils se sont tous trompés, ils vont tous mourir. Parce que quand on fait de la discorde, la marloquette, on récolte une seule chose. C'est la mort, il dit Rashi. Mais bien évidemment inspiré de nos maîtres, des Mefarshim que nous allons voir, déjà Rashi. Cette paracha, elle nous apprend comment on fait pour savoir si l'autre en face de nous, malgré sa grande barbe et son chapeau, ses péotes et son tzitzit, son Aaron à Kodesh, sa Torah, sa Nevoua et sa Pikrout, comment est-ce qu'on fait pour savoir si ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux, s'il est dans le Emet ou dans le Sheker? Il y a, c'est extrêmement fin, et comme j'aime dire, le premier pas de la vérité, c'est de reconnaître qu'on est dans le mensonge, et nous allons voir cette idée de façon un peu plus approfondie. Rashi, il dit que la réponse à tout ce mensonge de Korach, elle se trouve dans le premier verset de la paracha. Nous allons voir. Ça veut dire que Korach, il arrive à passer à travers les mailles et maillons du filet. Et c'est comme ça qu'il arrive à aveugler tout le monde. Mais Rashi Akadosh, il a vu quelque chose que tout le monde n'a pas vu. Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Et Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Rashi, il pose une question bombique. Pourquoi, si déjà nous parlons de tous les ascendants de Korach, pourquoi on s'arrête à Lévi et pourquoi il n'est pas dit Ben Yaakov? La Torah aurait dû dire Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi ben Yaakov et peut-être même Ben Avraham, Ben Yitzhak, Ben Avraham. Pourquoi on s'arrête à Lévi? Il est passé où Yaakov Avinu, il demande Rashi. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il se présente à toi, la première chose que tu dois le demander, c'est comment tu t'appelles. Alors il va te dire, je m'appelle Korach. C'est qui ton père? Yitzhar. C'est qui ton grand-père? Kehat. C'est qui ton arrière-grand-père? Lévi. Et c'est qui le père de ton arrière-grand-père? Je te dis pas. Ah, si tu me caches quelque chose, alors il y a un problème. C'est quoi le problème? Il dit Rashi Akadosh. C'est que le nom de Yaakov, il n'est pas écrit. Et alors, nous allons voir. Et pourquoi le nom de Yaakov, il n'est pas écrit? Parce que Yaakov Avinu, il a prié. Est-ce que Korach a refusé ou c'est Yaakov? Il dit Rashi, très très bonne question. C'est Yaakov Avinu. Il a dit à Korach, tu parles pas de moi. Ça veut dire quoi ça? Je parle de qui je veux. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il n'a pas à me dire si je parle de lui ou je parle pas de lui. Nous allons voir. Très très bonne remarque. Est-ce que c'est Korach qui refuse de parler de Yaakov ou c'est Yaakov? Rashi nous dit que c'est Yaakov qui a dit je ne veux pas que vous mentionnez mon nom. Shelo yizacher shemo al machloktam. Dans Bereshit, vous verrez Rashi sur place dans la paracha, il ramène un passouk dans Bereshit 49.6 qui dit que que Moshe Rabbeinu, oh là là, que Yaakov Avinu, il a dit ne mentionnez pas mon nom lorsque vous ferez une machloket. Qu'est-ce que ça veut dire? Il demande le Baor Vashamesh, Kushat Suma.
Si Yaakov, il est tzaddik, et il est tzaddik, et il veut pas que son nom soit mentionné, lorsque dans le peuple d'Israël, il y a la marloquette, alors pourquoi il a prié que pour sa pomme? Pourquoi il n'a pas prié aussi pour Lévi? Il aurait dû dire à Korach, tu fais une marloquette, laisse ton père Itzhar, laisse ton grand-père Kehat, laisse ton grand-père Lévi, et laisse ton arrière-arrière-grand-père Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu, il prie que pour lui. Pourquoi tu sauves que ta peau? Comme ça, il demande le Maor Vachamesh. Lama Itpalel, pardon, Shelo Yizachar Shmo Magdo Shel Korach Davka, Velama Lo Itpalel Shelo Yizachar Shem Shel Beno Levi. Yaakov Avinu, il aurait dit, tu parles ni de moi ni de mon fils Lévi. Vechen Kehat Veitzhar Shayu Gam Ken Tzadikim Gdolim. Velama Ikpid Al Shemoy Davka. Incroyable. Le Or HaChaim aussi, à Kadosh, il pose cette question. On va voir le Or HaChaim et le Maor Vachamesh. D'abord, nous voyons que nous devons prier pour ne pas être aspiré par une marloquette. Parce que Yaakov, il dit, ne mentionne pas mon nom quand tu fais une marloquette. Et c'est quoi le problème de dire le nom de Yaakov Avinu? C'est quoi? C'est une réalité. Korach, il est descendant de Yaakov. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que Yaakov, je vous pose une question qui est très grave et très subtile, est-ce que Yaakov, il demande que son nom, quand il s'agit d'une personne d'autre que nous, ne peut nous y amener? Yaakov ne pouvait prier que pour lui. C'est très bien ce que vous dites, très très bien. Très très bien. Mais en termes de tfila, de bakashat rachamim, il dira bikesh rachamim alatzmoy. Et regardez, je vous dirai un pshat extraordinaire. Yaakov y prie pour ne pas être lui-même entraîné dans la marloquette de Korach. Bikesh rachamim al atzmo. Yaakov Avinu, il prie pas pour Korach. Il dit à Korach, tu veux te casser la figure? C'est ton libre arbitre, casse-toi la figure. Mais ne m'entraîne pas avec toi. Yaakov, il prie pas pour Korach. Yaakov, il prie pas pour Itzhar, pour Kehat et pour Lévi. Et ça, c'est très bien, comme vous dites, Madame Bokara. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il dit, moi, je peux pas prier pour ta pomme. Tu veux te casser la figure dans le sheker? Le sheker, si tu ne vois pas par toi-même que tu es dans le mensonge, personne ne pourra te le montrer. Alors, pourquoi il prie? Il prie pour ne pas être entraîné. Bikesh rachamim al atzmo. Il prie pour lui-même. Il prie pas pour Korach. Il prie pour personne. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov Avinu il prie pour lui-même, Moraï Verabotai? C'est très amok cette souga, c'est très profond. Alors le Or HaChaim Akadosh, il est très très long. Je vais prendre un point. Pardon, peut-être il y a eu un flash d'une question. Il dit quelque chose d'incroyable. Comment peut-on penser même à s'impliquer dans la marloquette à venir? Chazak, très très bonne remarque. La marloquette, la discorde, la dispute, c'est tellement croustillant que tout le monde risque d'y être aspiré. Yaakov Avinu, il veut pas être déjà le précurseur de la marloquette qui va venir dans plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Il y a plusieurs siècles entre Yaakov et Korach. La marloquette de demain, elle risque de nous attirer aujourd'hui. Korach, il est le Mechadesh. Korach, il est celui qui innove un concept qui s'appelle la marloquette. Qu'on dirait qu'avant lui, il n'y a pas eu des vraies marloquettes, des vraies discordes, des vraies disputes. Il faut réfléchir à ça.
Le Or HaChaim HaKadosh, je vais dire un mot, mais ça doit être comme inscrit dans son testament, alors. Qu'est-ce que vous... J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qui est inscrit dans le testament de Yaakov? Que les générations à venir qu'on ne doit pas avoir notre nom sur une marloquette. Voilà, très bien. Dans les générations à venir. Ça veut dire, bien sûr, il faut s'inspirer de Yaakov Avinu, mais à la condition, nous allons voir, ça veut dire que non seulement qu'on ne doit pas participer à une marloquette, mais on doit même faire disparaître notre nom. Ça veut dire qu'on dit à l'autre, si tu te disputes, moi, je n'existe pas. Efface mon nom. Voilà. T'es même pas mon arrière-petit-fils. Je te connais pas. C'est qu'un nom, ça va. Korach, il vient au nom de Yaakov. C'est une réalité qui descend de Yaakov. Ouais, mais Yaakov, il lui dit, ne parle pas de moi. J'existe pas. J'existe pas dans ta marloquette. Je prie pour moi, Bikesh Rachamim al Atzmo. Yaakov, il prie pour lui-même. Alors je dis bien inspiré du Or HaChaim HaKadosh parce qu'il est très long. Mais le Or HaChaim, il soulève un point crucial dans tout ce sujet du Hémet et du Sheker. Il appelle ça le Shoresh. Ça nous rappelle le Be'eretz Titzmach. Il appelle ça le Shoresh. Yaakov Avinu, il est la racine du Am Israël. Vous allez me dire aussi Yitzhak et Avram, ok. Nous allons parler de Yaakov, parce que c'est Yaakov qui est ici, mis en avant. Yaakov Avinu, il veut pas être l'origine, la racine. Dans les mots du Or HaChaim, c'est un peu différent. Le Or HaChaim, il dit, Yaakov, il prie pour que la marloquette de Korach ne touche pas la racine. C'est-à-dire que Korach, il va tellement loin que Yaakov, il a peur que Korach abîme quelque chose dans la racine du Am Israël. Et donc, une seconde, est-ce que ça marche ici? Oui, pardon. Et donc, Yaakov Avinu, il veut pas que Korach, il abîme la racine, l'origine, le point de départ. C'est pas seulement dans sa personne en tant que personnage de Yaakov Avinu qui prie pour sa pomme. Il prie pour que cette marloquette, elle s'arrête, si tant est qu'elle s'étende, mais qu'elle s'arrête au shoresh, qu'elle touche pas la racine. Vous savez, lorsqu'une personne, elle va chez le dentiste, alors il va faire des radios, etc. Et on va voir si ça a touché la racine. Parce que si ça a touché la racine, alors c'est un problème. C'est comme ça dans plein de domaines de la vie. C'est-à-dire quand tu fais une bêtise, tout aussi grave soit-elle, il ne faut pas que la bêtise, l'erreur, la faute, détruise les racines. Parce que si ça détruit la racine, alors tout le système, il s'écroule. Yesod avoda veshoresh achasidut. Le Messilat Yesharim, il ouvre son livre et il dit que dans la vie, il y a deux choses, le Yesod et le Shoresh. Ravolbe, Alava Shalom, explique le Yesod, c'est lorsqu'on veut construire une bâtisse, on va créer des fondations. Et le Shoresh, c'est lorsqu'on veut faire pousser, germer une plante, un fruit, un arbre, on va semer. C'est la racine de ce qui va germer. Yaakov Avinu, il dit, si Korach, il arrive à toucher, est-ce pour cela que Korach va être englouti dans la terre? J'y arrive. Chazak ou Barour. Chazak. Ah. Vous me faites plaisir, ça. On sent l'idée qui commence à germer. Vous me faites plaisir. Exactement. Alors, ça germe, Baruch Hashem, ça germe, ça. On retrouve dans les familles des personnes qui parlent de marloquette d'avant en citant des noms. Ça, c'est très grave. Et je vais vous dire quelque chose, ce que vous dites, Madame Tsipora. On va rebondir sur ce qu'a dit Madame Bokara tout de suite.
vous dites quelque chose d'extrêmement grave. C'est ces gens qui se comportent comme ça. La vérité, excusez-moi l'expression, c'est des ordures, pour pas dire des gros mots. Parce qu'à partir du moment où tu défends une idée, mais l'idée que tu défends, alors attention, on va d'abord le dire dans un premier temps comme ça. Si tu as besoin de t'accrocher à quelqu'un pour défendre ton idée, ça prouve que toi, tu n'es pas convaincu dans l'idée. Et si tu n'es pas convaincu, alors tu as un problème. Soit Korach, il vient tout seul, soit il remonte à l'origine. Il dit, ouais, et d'ailleurs, mon grand-père, il disait, non, mais est-ce que tu es sûr que ton grand-père, il veut que tu le cites? Est-ce que tu es sûr que ton grand-père, il veut que tu le prennes en exemple dans la grosse bêtise que tu es en train de faire dans ta vie? Moraï Verabotaï. L'Orach Chaim Akadosh, il nous fait réfléchir sur ça. Ça veut dire que les 250 Sanhédrin et tout le Ham Israël et Natan Vaviram et On Ben Pelet et tout, ils auraient dû dire, mais c'est quoi l'origine de tout ça? Si on n'arrive pas à dire c'est quoi le Shoresh, il y a un problème. Et c'est très, très subtil de dire le Shoresh. Et si tu caches le Shoresh, ici le Shoresh c'est Yaakov Avinu, si Yaakov Avinu il n'est pas là, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de tout le monde. Ils auraient dû lire Rashi Akadosh, dans toute leur grandeur, bien sûr. Ils auraient dit Rashi Dirabota, il est où Yaakov? Quand Korach il parle pas de Yaakov. Pourquoi? Ah. Ou tu viens avec une idée nouvelle, c'est la tienne, alors on va l'analyser. Ou tu viens avec une idée qui a traversé les générations, alors remonte jusqu'à Adam Arishon, pourquoi tu t'arrêtes à Lévi? Il y a un problème chez Korach. Mais il est tellement fort dans son dibour, dans ses dévarim, que personne n'arrive à le démonter. Personne. Mais des fois de dire à l'autre, peut-être que ce que tu dis c'est très intéressant, c'est très intelligent. Viens, on va le présenter au Shoresh. Ou ce que tu dis, ça germe depuis ce Shoresh. Ou ce que tu dis, ce que tu avances, ton idée, ton projet, il germe depuis la racine, alors il est noble. Ou bien il germe pas depuis la racine et il va pas tenir. C'est quoi la suite de l'histoire? Le Maor Vachamesh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Yaakov Avinu, il est le Emet. Titen Emet le Yaakov. Yaakov Avinu, il veut pas que Korach, il utilise le Emet pour son sheker. Il veut pas que Korach, il utilise la vérité pour faire sa marloquette. C'est fantastique. Je l'ai abîmé, je sais, parce que dans l'édition que j'ai, ça fait 4 pages. Parce qu'il sait, Yaakov Avinu, que si Korach, il met du Emet dans son sheker, alors là, c'est dramatique. Alors là, son sheker, il va être mêlé, entremêlé de vérité. N'importe quel juif dans la Hamida marque son ascendance. Alors, vous voulez dire, quand on dit au début Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, si c'est oui. Ça, très bien. Il dira Volbe dans Aléchour. Pourquoi on ouvre la Hamida? Posez une très bonne question. Pourquoi on ouvre la Hamida en rappelant Avraham, Yitzhak et Yaakov? Je m'adresse à Kadosh Baruch Hu. Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei. Pourquoi Elokei avotenu Elokeinu? Après on dit Ve'Elokei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi tu as besoin de parler des Avot HaKadoshim?
Il demandera Volbé, pourquoi on parle de nos ancêtres dans la Hamida? Pourquoi? Il dira Volbé, c'est pour dire. Vous allez voir la Hamida complètement différemment. Dans Aléchour, Chelekbet, il est là, sur le bureau. Ça veut dire que lorsque tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu, c'est dans la même lignée que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Par conséquent, nous dira Volbé, on doit s'inspirer du Chesed de Avraham, de la Gvura de Yitzhak et du Emet de Yaakov. Ça, c'est le préambule à la Hamida. Si on ne fait pas l'acquisition de ces midot, Chesed, Gvura et Emet, à comprendre, à développer, à étudier, alors on ne peut pas s'adresser à quelque chose. Tout ce qu'on va demander, c'est ni du Chesed, ni de la Gvura, ni du Emet. C'est-à-dire, quand on dit, il le dit clairement, quand on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, ça veut dire je m'engage, comme ça il dira Volbé. Je m'engage à suivre la voie des Avot. Et donc je vais travailler mon Chesed, ma Gvura et mon Emet. Alors je peux m'adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais si je viens de Kadosh Baruch Hu et je lui raconte toutes mes salades et je cite Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça s'appelle faux et usage de faux. Ça, c'est moi qui rajoute. Je cherche, voilà, Ravolbé. Si là, je ne sais pas, Shin Samertet. Si vous signez un contrat, vous écrivez du blabla, et vous signez un contrat au nom de votre boss, qui vous a jamais autorisé de le faire, ça s'appelle faux et usage de faux. Comme ça, vous verrez dans Aléchour, voilà, Chelekbet, page 300, deuxième volume, page 374, et il pose la question, c'est pas moi qui la pose, pourquoi les hommes de la grande assemblée ont institué dans la première bénédiction de la Hamida de parler de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, nos ancêtres? Le bonhomme, il prie à Kadosh Baruch Hu, qui lui donne la chorma, la santé, la géoula. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler des ancêtres? C'est la couchia de Ravolbé. Je vais vous la lire en hébreu. Maraou anshe knesset agdola al kacha, letaken abracha rishona bishmonesre al shem avot akdoshim. Et il dit que les chachamim, ils veulent, on va pas lire tout le texte, mais vous verrez page 374, Shil'aïn Dalet. Les chachamim, ils nous disent, avant de parler au bon Dieu, inspire-toi des qualités des Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais si on ne s'inspire pas des qualités des Avot et on signe les Avot, alors ça s'appelle faux et usage de faux. Hein, vous connaissez ça. Yaakov Avinu Samida, c'est le Hémet, et il veut pas que Korach, dans son mensonge, il utilise la qualité de Avram. Si chaque juif doit citer de Avot avec cette notion, pourquoi pas Korach? Parce que Korach, c'est un menteur. Korach, c'est un chakran. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, enfin, à mon humble niveau, qui n'est pas un niveau, je dirais peut-être que je suis en tout cas très loin, bien sûr, du niveau de Ravolbé, mais peut-être que c'est un souhait Yehi Ratson que nous nous inspirions de nos Avot Akdoshim pour pouvoir parler à Hachem. Ça veut dire, Yaakov, il veut protéger le Hémet, parce que Korach, il était à deux doigts d'abîmer la plus grande, la plus belle et la plus fondamentale de toutes les midotes, ou en objectif de Avoda. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je l'ai dit plutôt en souhait. On parle au grand public. Mais effectivement, c'est Ravolbé, il le dit en Avoda. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Vous vous rappelez, on avait fait des shiurim au Dam le Shabbat après-midi sur ça. Bereshit, dernière lettre Tav. Bara, dernière lettre Aleph. Elokim, dernière lettre, Mem. Il dit le Baal HaTurim, dans ces trois mots, Bereshit, Bara, Elokim,
Avec la dernière lettre de ces 3 mots, on forme le mot Emet. Celui qui ment et qui signe que c'est une vérité, alors il abîme tout le système. Avançons un peu. Après ce bref aperçu du Orach Chaim HaKadosh qui est très long et qui est très intéressant, qui dit que Yaakov, il veut pas que Korach il touche le Shoresh. Et le Orva Shamesh, il dit Yaakov, il veut pas que Korach il touche le Emet. Ça veut dire, quand tu mens, assume, entre guillemets, ton mensonge. Ne fais pas croire aux autres que ton mensonge, il est une vérité. Et c'est ça qui est à la fois, c'est une évidence, si tu mens. Chez Korach, il n'y a aucune vérité. C'est un menteur. Le Béabloès aussi, il développe cette idée. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire qui va répondre à la kouchia du Rabbi de Kotsk. Korach, c'est un gros menteur, un chakran. Rachid dit pas ça. Rachid dit que Korach, il avait un autre problème, c'était la jalousie, la kin'a. Personne ne le suivrait s'il disait que c'est un mensonge. Oh, c'est ça que j'ai dit au début. Le menteur, il est persuadé qu'il est dans la vérité. Le menteur, il arrive à influencer le monde entier dans son mensonge. Et tout le monde gobe son mensonge. Tout le monde avale son mensonge. Tout le monde se nourrit de ce mensonge. Alors, ça paraît un pléonasme, ce que je dis. Pour s'assurer que ce que tu dis, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur. Ça que j'ai dit dans le Midrash. Viens, on va présenter ton idée, ce que tu dis, ce que tu proposes, au Emet. Il y a des gens qui refusent. Aujourd'hui, très froum, on dit aux gens, tu as une super idée, va demander à un rave. Ah non, moi j'ai pas besoin de demander à aucun rave. C'est moi le rave. Bon, au moins c'est clair. Donc c'est bidon. Va demander une bracha, une aetza. Non, moi je ne demande rien à personne. Ok. Si ce que tu penses, c'est vrai, en tout cas, il aurait dû interroger Moshe plutôt que d'accuser. On parle bien de Chachamim qui ont eu... Mais justement, alors il y a eu deux... vous avez superposé Madame Bokara et Madame Tsipora. Pardon, on va revenir à Madame Bokara, après je reviendrai à vous, Madame Tsipora. Qu'est-ce que vous avez dit, Madame Bokara? Bon, je n'ai pas eu le temps de lire bien votre message. Bon, alors... Ah, il aurait dû interroger Moshe plutôt que d'accuser et ordonner. Exactement. Alors, c'est très fin ce que vous dites. Il aurait dû interroger Moshe. Le Midrash nous dit que Moshe, il va aller chez Korach et ils vont discuter. Mais Korach, il va se moquer de Moshe Rabbeinu. On peut avoir une discussion acharnée, une discussion où chacun il va défendre son idée. Mais Korach, il n'est pas très fin. Il se moque de Moshe Rabbeinu. C'est écrit même dans Rashi. Rashi dit Letzanout. Il y avait de la Letzanout. Il y avait de la moquerie, vous verrez. C'est écrit clairement dans Rashi. Voilà, Bédivré Letzanout. 16-19. Pourquoi tu te moques de moi? Pourquoi tu te fous de ma gueule? On discute. Si tu n'arrives pas à discuter, à interroger, comme vous dites, la vérité, ton système, il a un problème. Mais Korach, il ne peut pas faire ça. Parce que Yaakov Avinu, il lui a ôté l'amida du Emet. Qu'est-ce que vous avez dit, Madame Tsipora? Si vous voulez remettre la question ou prendre le micro. Des rabbins qui ont cru. Mais c'est ça qui est très fort.
chez Korach, et il n'est pas le seul, on le sait aujourd'hui dans d'autres domaines, la publicité, le commerce, les guerres, la politique. L'Avdil Ben Kodesh Techol, malheureusement même dans la Torah, Korach c'est pas malheureusement le seul menteur de l'histoire, alors qu'il est Chacham, qu'il est Pikéar. C'est une grande marloquette, est-ce qu'au final il va aller au Lamaba ou pas? Le Rachaim il ramène cette discussion qu'il y a au traité Sanhedrin. Il tombe très très bas. C'est d'autant plus, votre question elle est d'autant plus choquante, mais comment, dans l'histoire de Korach et dans beaucoup d'épisodes de notre histoire du Ham Israël, des savants, mais Korach lui-même, c'est la Kouchia de Rashi. En vérité, qu'on vous dit, mais Korach, il est piquéar, il est lucide, il est intelligent, c'est un génie. C'est le paradoxe du génie. Il est Navi. Mais dans l'histoire, il y a eu beaucoup. Je cherchais un texte, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Dans l'histoire, le plus frappant, si vous avez lu, sinon il faut lire, les faux prophètes, les Nevi à Baal, les faux messies. Combien il y a eu? Le Rambam, déjà du temps du Rambam. Il y avait le franquisme. Le Rambam, il a écrit contre le franquisme. Il y a 8 siècles, presque 1000 ans. Il y a eu d'autres faux messies, combien des Meshiché Sheker on a eu dans l'histoire, et des Chachamim qui se sont laissés aspirer. T'as un projet, fais-en un débat. Même dans le couple, je suis pas là pour critiquer Chas v'Shalom les uns et les autres. C'est tellement compliqué de dire aux gens qui se trompent. C'est tellement compliqué de se dire à soi-même, parce que c'est déstabilisant quand on découvre un mensonge qui anime notre vie. C'est déstabilisant, on préfère se persuader qu'on est dans la vérité plutôt que de reconnaître notre mensonge. Mais des couples qui se déchirent, des couples qui préfèrent divorcer, détruire des familles, parce qu'ils refusent ce qu'on appelle le débat. Et on est dans un monde où il n'y a pas de tolérance intellectuelle et de recherche intellectuelle. Ça n'existe pas. Je ferme la parenthèse. Je voudrais terminer avec 2 points et revenir à la question du Rabbi de Kotsk. La Gemara. J'ai mis mon papier, voilà. Ah, voilà. La Gemara au traité Sanhedrin. Un mensonge ne s'impose. Ça, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, merci, c'est bien dit. Un mensonge, ça s'impose, ça se discute pas. Parce qu'à partir du moment où tu vas en discuter, mais pas seulement discuter, c'est le confronter, l'aborder, le mettre comment on dit, le mettre comme un calque, c'est-à-dire le mettre pas en adversité, mais le mettre face. En relief. Pardon? En relief. En relief. En relief. Non, ce que je veux dire, c'est que je prends le Hémet et je prends ce que je dis, ce que je veux, mon projet, et je le mets face au Hémet. Et je vais voir qu'est-ce qui. En simple, je vais questionner la vérité. Est-ce que ce que je suis en train de dire et de faire là, c'est une vérité? Le mensonge, une superposition. On peut dire comme ça, mais c'est pas le mot. Je sais pas, il y a un mot qui m'échappe. Bon, vous avez compris, il y a le Hémet. Une comparaison, c'est-à-dire, je prends mon truc, là, mon projet, et je le mets face au Hémet. Vous savez, il y a des machines aujourd'hui pour, par exemple, comme mon frère Abishmuel, il me dit, je devais lui acheter un diamant, alors il me dit, pour les bagues des belles filles, alors il me dit, quel prix tu veux mettre? Je dis, moi, je sais pas, moi, je veux une pierre, et puis voilà, je veux une belle bague, c'est tout, le reste, moi, j'y connais rien.
Alors je fais, mais bon, je te fais confiance que tu me vends une vraie pierre, pas un truc bidon. Alors je lui fais, mais comment moi je fais pour savoir? Il fait, bah, ou tu me fais confiance, ou tu viens, il y a une machine, et puis je t'explique comment elle fonctionne la machine. Et dans la machine, elle va te dire si la pierre, elle est propre, ou si la pierre... C'est comme ça dans les diamants, c'est comme ça dans les billets. C'est comme ça. La dernière fois, je suis parti faire une course, j'avais un billet de 50 euros, le commerçant, il voulait pas le prendre. Ah, je fais, vous vous débrouillez, il passait pas dans sa machine. Sa machine, elle a refusé. Ça veut dire, voilà, c'est ça. Il faut prendre ton projet, il faut le passer dans une machine qui va vérifier si ton billet, il est vrai, si ton diamant, il est vrai. Voilà, c'est ça. Mais les gens qui sont dans le mensonge, ils veulent jamais discuter. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de tolérance aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas de débat. Vous avez dit que le mensonge, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est facilement... Et non, c'est ça, c'est ça. Le mensonge, c'est pas moi qui dis, c'est la Gemara dans ma Masechet Shabbat. Elle dit que le mensonge, il n'est pas mitkayem, il n'a pas de kiyum, et pourtant tout le monde se fait avoir. On se fait tous avoir, tous avoir. J'ai même lu un chiour cette semaine, un rav, il dit, moi, si j'étais là-bas, c'est sûr que j'aurais suivi Korach. C'est pas shoot. On se fait tous aspirer par le mensonge. Et il y a plein de motifs à ça, il y a plein de raisons. On n'a pas beaucoup de temps, quelle heure il est? Ouh là là, il faut terminer. On n'a pas le temps d'expliquer ou de travailler pourquoi. Mais tout le monde, le divorce, c'est un mensonge aujourd'hui. À 90%, à part les cas extrêmes, c'est que du mensonge. Les familles qui se disputent, les communautés qui se divisent, on est, c'est écrit dans le Midrash Vaïkra, vous connaissez cette formule, Alma des Shikra, on est dans un monde de mensonges et on est des êtres de shkarim, mais on ne veut pas se l'avouer. Et c'est ça qui est grave. Mon rêve est rabota, il ne reste pas beaucoup de temps. Venez, on va avancer, on va lire une Gemara et on va rebondir à ce qui nous enseigne le rabbi de Kotsk. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Kuf Yud Amud Aleph. Dit la chose suivante. Amar Rabba Barba Hana. Il a dit un maître qui s'appelait Rabba Bar Chana. Zimna Hada Avakaz Lina Beurcha. Une fois, je marchais en chemin et j'ai rencontré un goy, un commerçant. Et ce commerçant m'a dit, il a dit donc au Rav, Ta ve'achvelach belou'e de Korach. Daf Kuf Yud Amud Aleph en bas de la page de Masechet Sanhedrin. Viens avec moi et je vais te montrer où se trouve Korach et son assemblée sous la terre. Je vais te montrer où ils sont. Asile. Alors, c'est pas un asile. Asile en arabe, ça veut dire il a été. Donc le commerçant, le taïra, il marche et le rave le suit, le maître le suit. Il y a toute une description. On n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque mot, même si c'est passionnant. Et il va l'amener à un endroit qui est la porte du Gehinom, la porte de la Gehen. Et cet homme, il dit au maître, approche-toi et sois bien attentif, écoute bien qu'est-ce qui se dit à la porte du Gehinom. C'est écrit dans la Gemara, Rabotai. Je vous lis un passage du Talmud, très profond. Et Rabba Bar Chana dit, Shamaït de Avou Kamreachi, j'ai entendu, j'ai posé mon oreille à la porte du Gehinom et j'ai entendu que tous ceux qui ont été aspirés, engloutis dans la terre, ils disent Moshe Emet. Pardon. Moshe Vetorato Emet Vehen Badaim. Moshe, voilà qu'est-ce qu'il dit Korach sous terre. Moshe et sa Torah sont vérité. Et eux, c'est-à-dire Korach et toute sa bande, sont tous des menteurs. Et la Gemara continue et dit Daf Kuf Yud Amud Bet, à Marley, il lui a dit Kol Tlaltin Yomin Beadrale ou Gehinom.
Qui mesach betor kalahat v'abriachim Moshe Torah Emet. Tous les Rosh Chodesh, que ça fait ces Rosh Chodesh, il y a plein de choses. Tous les Rosh Chodesh, Korach, il vient à la porte du Gehinom et il crie Moshe ve'Torah Emet vehen madaim. Moshe et sa Torah sont Emet. Et eux, Korach et toute sa bande sont des menteurs. La première chose qu'on peut comprendre de cette Gemara, c'est que ça ne suffit pas de reconnaître la vérité. Il faut aussi savoir dire où il est le mensonge. Les gens qui disent qu'ils ont trouvé la vérité, ou ils sont illuminés, ou ils sont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, ils sont shootés, mais ça ne suffit pas de dire que la Torah elle est émette. Ça ne suffit pas de dire que Moshe il est émette. Il faut que tu arrives à dire que ceux qui ne s'appellent pas Moshe et la Torah, c'est-à-dire qu'à part Moshe et la Torah, tout le reste, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est du sheker. Tu te prends la tête avec ta femme sous la couleur du canapé, ou sur la taille de la voiture, ou sur je ne sais pas quel projet de la vie. Si ce que tu dis, ça s'appelle pas Moshe et la Torah, tu es dans le sheker. Tu te prends la tête sur le sheker. Le Hémet, il se trouve que dans la Torah et Moshe. Mais ça, il faut le reconnaître. Si tu dis à l'autre, t'as raison, mais je continue à faire ce que je fais, c'est que t'as pas compris que toi, t'es dans le mensonge. Alors tu vas inventer un autre mensonge et tu vas dire chacun sa vérité. Ça n'existe pas. Le Hémet, il n'est pas et chez toi et chez moi. C'est pas possible. Alors, maintenant, on va comprendre la réponse qu'il a proposée, le Chidouche Harim. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Bokara. Parce que cette question qu'il a dit le Rabbi de Kotsk, qu'est-ce qu'on doit semer dans la terre pour qu'il en sorte le Hémet? Ana lo Harim, le Rabbi Yitzhak Meir de Gour. Il lui a dit, Im kovrim et ha-sheker, tzomechet ve'ola ha-emet. Il faut prendre le sheker et il faut l'enterrer, il faut le mettre sous terre. C'est pour ça que Korach, il est sous terre. Parce que Korach, c'est quand il est sous terre qu'il a vu. Et c'est dommage qu'il n'a pas vu avant. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme il explique Ravolbé longuement, et comme ça il écrit également le Rabbi de Kotsk, ce que tu vois, c'est jamais la vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher en profondeur. Et pour aller chercher en profondeur, il ne faut pas avoir peur de prendre son mensonge et de l'enterrer. Celui qui arrive à prendre son sheker, il dit « Ah, j'ai trouvé mon sheker !» Prends-le, enfouis-le sous la terre, amok, profond. Alors là, tu vas avoir l'espoir et l'espérance de voir un Hémet qui va germer. Mais tant que tu penses que ce que tu penses, que ce que tu vis, que ce que tu proposes, c'est une vérité évidente, la seule chose du sheker, pas du sheker, il ne faut pas dire comme ça, Bechila. Alors, Khazak m'avait rappelé un point. Merci beaucoup. Korach, il a pris le Hémet, il a enfoui. Il a caché le Hémet, et de là va pousser le mensonge. Le Chidouche Harim, il dit au Rabbi de Kotz, faisons le contraire. Prenons le sheker, mettons-le sous terre, alors le Hémet, il va germer, il va pousser. C'est pas du sheker provient le Hémet, c'est de la kvoura du sheker que va germer le Hémet. Parce que lorsque les gens disent « Mais enfin, c'est une vérité », ah bon, on dit « Oui, c'est évident ». Il faut savoir que la première règle, Ravolbé, il écrit, c'est comme ça qu'il commence « Ma'arechet ha'emet ve'ha'sheker ». La première vérité, c'est de comprendre que l'évidence n'est jamais une vérité. Parce que ce qui est évident, c'est peut-être une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Sachons et apprenons à distinguer la finesse qu'il y a entre vérité et réalité. Ces deux mondes, ce qu'on appelle la Metsiout, qui est Hémet et la Metsiout du sheker, ces deux mondes. Enfin, c'est une évidence. Mais une évidence n'est pas une vérité. Une évidence, c'est une réalité. C'est ce que tu vois. Or, ce que tu vois n'est jamais le Hémet. Parce que le Hémet, il a pris et il a mis sous terre. C'est à toi d'aller le chercher. Mais si tu laisses le Hémet sous terre et tu ne vas pas le chercher, alors il va germer que du sheker. Voilà, mon rêve et rabotaille, la finesse. Ce sheker ressemble à une non-connaissance de soi. Bien évidemment, merci de me le rappeler, vous avez tout à fait raison, parce que
Le premier des mensonges, c'est de penser qu'on est dans la vérité. On vit dans la vitrine de soi, on vit dans le superficiel du moi, on n'est jamais rentré à l'intérieur, pas assez en tout cas, bien sûr, il y a des gens Baruch Hashem qui font ce travail, je condamne personne, mais combien de temps on a pris pour aller chercher la vérité? Et pour aller chercher la vérité, il ne faut pas avoir peur de prendre son monde. Tantôt, il faut le faire au moins 5 minutes par jour, dans le noir, dans la lumière, dans la musique, chacun comme il veut, bien sûr avec des sfarim, akdoshim, atrim, amitim, midvar, sheker, tirak, le seul moyen de se rapprocher de la vérité, ça veut dire, midvar, sheker, tirak, chazak ou rabbi shlomochai, c'est-à-dire que tu prends le sheker, tu le mets le plus loin possible. Il faut s'éloigner du sheker, et le plus loin possible, c'est sous terre. C'est ça qu'il a dit. Je vais vous le lire en hébreu parce que j'aime beaucoup. Rabbeinu Zetzal, le rabbi de Kot Shalet Baal Achidush Sharim ala pasuk Emet Meretz Titzmach. Mazorim Meretz Titzmach Mize Emet. Analo Achidush Sharim Mize Alashon. Im kovrim et hasheker vakst arois der Emet. Tzomechet veola haEmet. Morai verabotai. Voilà ce que je voulais étudier, partager avec vous. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Serge Online, Rabbi Yonatan et Madame Bokara, que ça vous amène 1000 barachot pour nous, pour tout Israël, le shalom, la paix en Eretz Israël, la paix pas seulement de l'intérieur vers l'extérieur, mais même à l'intérieur du Ham Israël. On est dans le mois de Tammuz, c'est le mois où il faut travailler le Emet. Merci beaucoup à vous, très chers participants et participantes. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, des cascades de brachot, qu'on puisse puiser dans les abysses et les méandres de la vie et de l'être du moi pour trouver cette vérité fantastique qui est lumière et délivrance. Tout ça, bien évidemment, grâce à nos maîtres de la Torah, les psukim, bien évidemment, mon cher Rabbeinu, Rashi Akadosh, le Rachaim Akadosh, le Marva Shemesh Akadosh, les Chachmei Talmud Akadoshim et Ateorim, que leurs mérites rejaillissent sur nous et sur tout Israël. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom Uvorach. Essayons. On peut atteindre, peut-être pas l'absolu. Moi, j'aime pas dire essayer. On va acquérir autant que se peut. Qu'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, tout ça, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom Uvorach. Des cascades de bénédictions, des cascades de délivrance pour nous, pour tout Israël. Bien sûr, j'y arrive, très cher ami. Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et toujours et encore, avec le sourire. Shabbat Shalom et Vorach, merci beaucoup. Et Kol Tuv, Toda Rabba Kol Tuv.